que je vois que tous les micros sont coupés, donc c'est parfait pour éviter toute interférence ou écho. Alors, pour rappel, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons également à couper votre caméra. Le support qui vous sera présenté aujourd'hui sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien d'accès à la vidéo sur YouTube. Lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos du 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Aussi, pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct, mais vous pouvez, et nous vous y encourageons, à déposer vos questions non pas dans le chat conversation, mais dans la foire aux questions qui se situe en haut à droite de votre page Teams sous la rubrique Q et R. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Les réponses à la foire aux questions seront transmises quant à elles dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits, comme le support de présentation d'ici 8 à 15 jours avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, d'ici 8 à 15 jours, vous serez destinataire de ce support avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, tout cela étant dit, je vous propose que l'on commence notre présentation. Donc, le voici. Donc, je vous propose qu'on revienne à notre sujet du jour, donc les droits de la personne âgée en fin de vie. Présentation, du coup, nous allons du coup vous présenter une petite introduction avec la personne de confiance, les directives anticipées, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, et enfin les soins palliatifs avec les intervenants et les aides à domicile. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Stéphane Albrecht, médecin coordinateur au pôle autonomie de Lille, et Virginie Briden, responsable du dispositif d'appui à la coordination Appui Santé Lille Aglo. Bonjour à vous deux. Docteur Albrecht, je vous laisse du coup prendre la main si ce n'est déjà fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Docteur Albrecht, alors je ne vous vois pas. Alors. Pardon pour ce petit problème technique. Il faut activer le micro de Monsieur Ben, Albrecht. c'est ça, je suis en train de le chercher dans la liste. Il est là et autoriser le micro. Voilà. Voilà. Normalement, voilà. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend, parce qu'effectivement, c'est toujours impressionnant de commencer à parler devant 104 personnes sans automatiquement les voir physiquement en face. Mais voilà. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci pour le département de m'avoir confié cette rude tâche de vous présenter ce matin des éléments concernant le droit de la personne. Alors c'est vrai qu'on a mis personne âgée dans le titre, mais ça pourrait être le droit de la personne et pas Tout automatiquement de la à famille, fait. mais c'est le droit de la personne alors c'est vrai qu'on le met dans le cadre de la fin de vie parce que c'est souvent comme ça qu'on présente les choses. Donc rapidement, donc je suis Stéphane Avrec, je suis médecin coordonnateur dans plusieurs résidences de la métropole lilloise. Et encore une fois, je ne suis pas un expert juridique ou quoi que ce soit, je suis un témoin et qui baigne dans dans la, dans l'accompagnement des personnes âgées au sein des différentes structures dans lesquelles je peux intervenir. Et mon rôle en tant que médecin co, c'est effectivement à la fois vis-à-vis des résidents, de leurs proches et des équipes, d'apporter une contribution de prise en charge de l'ensemble de leur vulnérabilité, qu'elle soit médicale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale. Et effectivement, le cadre de l'information dans le cadre de la fin de vie est un élément important. Je suis en plus membre d'un groupe qui travaille actuellement sur la démarche anticipée des soins palliatifs au niveau de l'Agence régionale de santé.
Effectivement, c'est un lieu d'échange qu'on a avec l'ensemble des participants. Oh, là, je pense que vous avez mis la mauvaise. Moi, j'ai rien touché là. Non, c'est moi, c'est moi. Bon. J'ai mis en... Voilà. Je vous laisse du coup prendre le contrôle. Ok, alors Il faut demander le si je fais contrôle et ça, on vous... alors demander prendre le contrôle. Voilà, je demande le contrôle. Je ne vois pas... Là, je vous ai demandé le contrôle. Ah oui, c'est bon. Voilà, C'est bon? c'est bon. Bon. Mais vous voyez comme moi les deux diapos là? Pourquoi deux? Moi, je vois deux diapos. Euh, alors Voilà, que tout attendez. à l'heure, tout à l'heure, je voyais que par rapport Je à l'essai qu'on reprends. a fait tout à l'heure, c'est pas la même. Oui, je La reprends même du chose. coup là. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. Alors, tout d'abord, en introduction, ce que je vais présenter, c'est effectivement le cadre un peu juridique des droits des personnes dans le cadre de la fin de vie, parce que beaucoup d'entre nous ont entendu et parlent de la loi de Léon Claes, mais cette loi de Léon Claes qui est intervenue en 2016, elle intervient dans la lignée d'un certain nombre de textes qui ont démarré en 95 avec d'abord des textes concernant la lutte contre la douleur, puis en 99 avec un texte qui vise à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. On a eu en 2002 la loi dite Kouchner, que beaucoup connaissent en disant c'était un texte qui permettait d'élargir les droits des malades et de la qualité du système de santé, avec notamment des éléments sur l'accès au dossier médical. Et enfin, la loi du 22 avril 2005, dite première loi de Leonetti, qui était relative aux droits des malades et à la fin de vie. Alors là, je fais ma petite flèche, mais comme tout à l'heure, ça marche pas. Si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. N'arrivez pas. Est-ce que vous arrivez à tourner les slides? Non, parce que alors je pense que le contrôle a Je été perdu. reprends. Donc, Oui, voilà, voilà. je le redonne. Voilà. Tac. Voilà, pareil, que tout à l'heure, ce qu'il faut un temps, mais voilà. C'est bon, oui. Alors, les deux derniers textes, que ce soit celui de 2002 ou 2005, posaient les fondements des droits des malades, notamment d'un certain nombre de thématiques comme le droit à l'information, la primauté du consentement des patients, le droit de refuser tout traitement, des différents éléments que vous voyez sur la slide, avec la possibilité de rédiger des directives anticipées, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, la possibilité de désigner une personne de confiance, on y reviendra plus longuement tout à l'heure, le droit à une fin digne, la mise en place d'une procédure collégiale d'arrêté de traitement, le droit à l'apaisement de la souffrance et le droit aux soins palliatifs. Là, on avait l'ensemble de ces premiers textes qui intervenaient là-dessus. 10 ans plus tard, après 2005, on s'est réunis avec les professionnels. Effectivement, il s'agissait de renforcer un certain nombre de droits, et notamment les droits en fin de vie. Et effectivement, la loi dite Léonie-Ticlès a créé de nouveaux droits en faveur des malades, des personnes en fin de vie, promulguée le 2 février 2016, avec trois éléments forts qui étaient la prise en compte de la volonté de la personne en matière de refus de traitement, la portée des directives anticipées et le rôle de la personne de confiance. Et à ces trois éléments importants est venu aussi s'ajouter l'introduction de la possibilité pour une personne d'accéder à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, élément qui a été depuis largement commenté et diffusé. Alors tout d'abord, la personne de confiance, on a fait un petit test avec l'ARS dernièrement qui concernait on a interrogé des intervenants, des soignants d'EHPAD en disant, tiens, quand on vous dit personne de confiance, qu'est-ce que ça vous donne comme élément? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre encore de confusion sur ce qu'était et ce que n'était pas la personne de confiance. Alors, pour revenir sur ces éléments-là, il faut quand même repréciser un certain nombre de principes. Donc, une personne de confiance, et j'ai mis en gras les mots qui sont extrêmement importants, c'est toute personne majeure qui peut désigner
Et le peut est important, c'est pas doit désigner, c'est peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, le médecin traitant. Et le deuxième terme qui est important, c'est qu'il sera consulté au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la personne à volonté, son témoignage, encore une fois, prévaut sur les autres témoignages. Et vous voyez que dans ces termes-là, il y a plusieurs éléments qui sont importants, que je le répète, c'est que toute personne majeure peut désigner et non pas doit désigner. On a encore de temps en temps des établissements qui, quand vous rentrez à l'hôpital, en disant il faut absolument remplir la personne de confiance. Non, c'est une possibilité que vous avez, mais c'est pas une obligation que vous avez. Et le deuxième le terme important, c'est le fait qu'il va être consulté. C'est pas une personne, on verra tout à l'heure, qui donne une décision, mais qui est bien consultée par une équipe médicale. Et le troisième élément important, c'est dès lors que la personne serait en état, ne serait plus en état, pardon, d'exprimer sa volonté. Alors, qui peut désigner la personne de confiance? Toute personne majeure, même sous tutelle, peut désigner une personne de confiance. Alors, dans le cas des tutelles, la seule obligation, c'est qu'il va falloir confirmer par le juge des tutelles et de valider que cette personne est bien la personne de confiance. Et donc, dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée entièrement par une liste de tutelle, le juge ou le conseil de famille va confirmer et prolonger cette personne ou au contraire la révoquer. Alors moi, je ne rentrerai pas dans des éléments juridiques parce que c'est pas mon domaine de compétence. Et nous, à l'EHPAD, on s'assure simplement que quand une personne de confiance est désignée par un résident sous tutelle, on informe le juge pour qu'effectivement il valide cet élément. Alors, comment est-elle désignée? Ça, c'est un élément important. La personne de confiance est désignée par écrit. Hein, elle doit, on verra après, peut-être tout à l'heure, mais il nous arrive souvent que nous, en EHPAD, on nous dit, ben, monsieur Untel, est-ce que on interroge un proche et dit oui, je suis personne de confiance. Mais on a besoin, notamment nous dans l'EHPAD, et je pense qu'en domicile, Mme Briden dira la même chose, on a besoin d'un écrit qui va permettre effectivement d'authentifier le fait qu'une personne de confiance a été désignée par la personne en elle-même. Et le document, comme on dit, peut être révisable, révocable. Et effectivement, à tout moment, on a le droit de changer de personne de confiance à tout moment. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien une proposition, c'est pas une obligation. Alors, j'espère que j'ai pas. Voilà. Alors, quand intervient la personne de confiance, la personne de confiance sera consultée si la personne ne peut pas exprimer sa volonté ni recevoir les informations nécessaires à un bon suivi. Le premier exemple très concret, c'est que cette semaine, je rencontrais, on faisait ce qu'on appelle, nous, les projets de vie d'une de nos résidentes qui était accompagnée de sa fille. La résidente avait bien désigné sa fille comme personne de confiance avec un document écrit, mais j'ai reprécisé à la personne de confiance que je la consulterai dès lors que sa maman ne sera plus en capacité d'exprimer sa volonté. Si elle est en capacité d'exprimer sa volonté, c'est de toute façon l'expression de la volonté et de ce que nous dira la personne qui prévaut. Et encore une fois, je ne dois pas automatiquement demander une validation, une quelconque validation par la personne de confiance. Par contre, effectivement, dès lors que la personne concernée n'est plus en capacité d'exprimer ses volontés ou ses souhaits, elle sera, donc la personne de confiance sera prioritairement consultée et guidera le médecin pour prendre ses décisions. Et là aussi, les termes sont importants. Elle sera bien consultée. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas demander l'autorisation d'une personne de confiance pour prendre telle ou telle décision. C'est-à-dire que je vais prendre une décision, parce que c'est notre métier de prendre des décisions. Par contre, on va obligatoirement consulter la personne de confiance, et quand il n'y en a pas, de toute façon, on consulte les proches. Donc, c'est vraiment un interlocuteur privilégié pour les soignants qui est choisi, désigné et authentifié pour chaque personne. J'espère que c'est tentant des problèmes pour... Voilà. Donc, les missions de la personne de confiance, c'est une assistance et accompagnement lorsque le patient est capable d'exprimer sa volonté. Donc, une personne de confiance peut accompagner une personne dans une consultation médicale. C'est un soutien pour la personne. Et encore une fois, c'est une personne qui va être consultée dès lors que le patient ou la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté dans le domaine de la fin de vie ou dans d'autres domaines. Alors, la personne de confiance, attention,
La personne de confiance, c'est pas la même chose qu'un porte-parole en cas de besoin. Ça n'est pas la même personne que la personne à prévenir. Et par exemple, dans nos logiciels de soins en EHPAD, on a bien deux rubriques spécifiques où on désigne la personne de confiance, qui va être authentifiée et désignée par la personne, et on peut avoir à ce moment-là une personne de confiance. Là, j'ai le cas où j'ai une résidence où sa personne de confiance est à Dijon. Par contre, la personne à prévenir, c'est une de ses filles qui est proche de la métropole lilloise et qui va être la première personne à être prévenue en cas de problème. Donc, la personne de confiance va être avertie en cas d'incident, transfert, sortie, ça c'est des éléments que vous connaissez. Et encore une fois, la personne peut jouer les deux rôles en même temps. Voilà, le slide est un peu. Alors, si jamais la slide est un peu partie en vrille, hein, mais on a des petits soucis de transfert. Donc, effectivement, ça, c'est un petit quiz qui permet de dire ben, quels sont les éléments vrais ou faux par rapport à des phrases que nous, on entend. Donc, est-ce que la personne de confiance peut assister le patient et l'accompagner en soins médicaux? Donc, je vous laisse réfléchir et on corrigera tout de suite. Est-ce que la personne de confiance a un accès direct au dossier médical? Est-ce qu'elle peut être désignée par la famille du patient? Est-ce qu'elle donne un avis qui dispense l'équipe soignante de consulter la famille du patient? Et est-ce qu'elle décide à la place du patient lorsque celui-ci ne peut plus exprimer sa volonté? Alors, quand on regarde alors les résultats, est-ce qu'une personne de confiance peut assister le patient et l'accompagner lors de ses entraînements médicaux? Oui. Donc, la personne peut accompagner, peut assister un patient ou une personne pendant la consultation. Est-ce qu'une personne de confiance a un accès direct au dossier médical? Non. Et nous, moi, ça m'arrive dans mon expérience assez fréquemment d'avoir des proches, enfants, petits-enfants, qui disent, mais je veux avoir accès au compte-rendu de tel examen, tel examen. Dès lors que la personne est en capacité de pouvoir gérer elle-même, je dis, ben non, demandez à votre papa, à votre maman, à votre grand-père, à votre grand-mère de vous donner les résultats. C'est pas à nous. Et encore une fois, nous, on n'est pas en capacité de pouvoir délivrer l'information directement à un proche, même s'il est personne de confiance. Est-ce qu'il peut être désigné par la famille du patient? Non. La personne de confiance, encore une fois, c'est quelqu'un qui va être désigné par le résident, la personne, de façon unique. C'est-à-dire qu'on peut pas, moi je ne peux pas avoir un résident où tout d'un coup les quatre enfants disent bah on a choisi entre nous et c'est un tel qui va être la personne de confiance. Non, c'est au résident. Et encore une fois, dès lors qu'il naît, on a souvent le cas où des personnes arrivent dans nos établissements et ne sont plus en capacité de désigner quelqu'un, et ben on fait en sorte que non, il n'y a pas de personne de confiance. Encore une fois, on ne peut pas le désigner en dehors de la personne. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui donne un avis, qui dispense l'équipe soignante de consulter la famille? Non. C'est-à-dire qu'on va avoir une voix prépondérante sur la personne de confiance. Et encore une fois, la question que moi je pose à la personne de confiance, c'est qu'est-ce que vous pensez que votre proche aurait dit parce qu'il n'est plus en capacité de le dire? C'est pas qu'est-ce que vous pensez vous, c'est qu'est-ce que vous pensez que la personne que vous représentez penserait ou vous a déjà éventuellement donné un certain nombre d'informations. Et enfin, est-ce que c'est la personne de confiance décide à la place du patient? Donc là, de toute façon, non. Parce que dès lors qu'on dit décide à la place d'eux, non. C'est encore une fois, dans la réflexion qu'on va avoir, on va consulter la personne de confiance, mais c'est pas la personne de confiance qui décide. Voilà pour la personne de confiance. Alors j'espère que je suis pas trop en retard par rapport. J'ai mis un Non, chronomètre. ça va. Voilà. Deuxième point, ce sont les directives anticipées donc, qui ont été créées par la loi Leonetti 2005 et aussi renforcées par la loi de 2016, on verra, donc relative aux droits des usagers et à la fin de vie est définie par un décret dont je vous ai mis les références, dans le but de faire survivre l'expression de la volonté du patient ou de la personne malgré la survenue d'un état d'incapacité, c'est l'élément premier. Alors, ce que dit la loi de 2016, la loi a pour objectif principal de permettre aux personnes d'exprimer leur volonté concernant la fin de vie. Et cette expression de volonté, quel qu'en soit le support, est contraignante et s'impose aux médecins. Donc là, vous voyez tout à l'heure, par rapport quand on parlait de décision ou concertation, je dirais, mais là, effectivement, la volonté, elle s'impose aux médecins, sauf dans deux cas, on le verra un peu plus tout à l'heure, en cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer une situation
et lorsque les directives anticipées paraissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Je vous donnerai des exemples si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure. Encore une fois, sur l'aspect juridique, la loi 2016 précise bien que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, et encore une fois, c'est peut, c'est pas doit, pour le cas où serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à la fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation et de l'arrêt ou de refus d'un traitement d'acte médical. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question parce que si quelqu'un dit j'ai peut-être mal compris, c'est que j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que la personne de la commande n'a pas vraiment d'intérêt. Si, je vais vous prendre un exemple très. Je préfère répondre tout de suite à la question parce que si vous me permettez. Si, je vais prendre l'exemple. Moi, je dis, j'ai mis dans mes directives anticipées que je ne voulais pas être trachéotomisé. Voilà, je vous livre ce que j'ai écrit, moi, sur mes directives anticipées, parce qu'encore une fois, chacun d'entre nous et d'entre vous peut écrire ses directives anticipées. Donc, c'est écrit. Et je l'ai confié à ma personne de confiance. J'aurais pu ne pas l'écrire, mais le confier à ma personne de confiance. Et donc, si demain je suis dans l'incapacité d'exprimer moi-même les choses, on va interroger ma personne de confiance. Et si, par exemple, je n'avais pas écrit, moi, cet élément-là, ma personne de confiance aurait pu euh, transmettre les éléments que je lui ai. Alors, vous dites, alors dans les commentaires, hein, puisqu'au final, elle est seulement consultée. Oui, elle est consultée, c'est le texte de la loi. Mon obligation, dès lors qu'une personne n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, c'est de consulter la personne de confiance. C'est pas parce que la personne de confiance va me dire il faut faire ça ou pas. Je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé dans mon exercice professionnel une situation. C'est enregistré, alors ça me gêne peut-être un peu, mais je pense qu'on ne retrouvera pas. Mais j'ai eu affaire à un résident un jour pour lequel le fils, le papa donc est arrivé en fin de vie et j'interroge le fils qui était personne de confiance. Ben, avec lui, on a pu. Euh, il m'a dit, ben voilà, on avait l'habitude avec papa de parler de la fin de vie, il ne voudra pas ça, et voilà. Donc je le consulte et je vais prendre une décision qui va aller souvent dans le sens. Par contre, j'ai eu un jour une expérience où la personne avait désigné une personne de confiance, n'avait pas écrit ses directives anticipées, et pendant que la personne de confiance refusait que je mette des antalgiques alors que son papa avait des douleurs insupportables. Ben, effectivement, je l'ai consulté. Il m'a fait un certain nombre d'éléments de remarques en disant que lui était contre les morphiniques, mais il ne disait pas que son papa était contre, mais que lui l'était. Et j'ai dû prendre une décision qui allait à l'encontre de ce que me disait cette personne de confiance, parce que j'estimais que c'était déraisonnable. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des difficultés qu'on peut avoir, nous, en tant que professionnels de santé, sur le. Mais encore une fois, oui, on est bien uniquement sur une consultation et pas sur une obligation de suivre ce que va dire la personne de confiance. Alors, sur les directives anticipées, donc j'espère que j'aurai un peu répondu à la personne qui s'appelle DN, mais voilà, on pourra y revenir. C'est pour ça que j'avais dit à Mme Cassamant que le fait de ne pas pouvoir dialoguer, pour moi, c'était très frustrant. Alors c'est une présentation que que je peux faire dans les résidences, que je fais dans certaines villes, et que je fais dès lors qu'on me demande. Là, je vais aller le faire à Bapaume dans 2 semaines, parce qu'effectivement, on a besoin, nous, professionnels de soins, d'expliquer, d'échanger, de partager ces éléments-là, encore une fois, pour diffuser le plus largement possible ces éléments, que ce soit pour la personne de confiance, les directives anticipées ou la sédation de confiance. Alors, les directives anticipées, je vais juste boire. On a souvent, nous, des difficultés parce que les familles, les résidents, les familles, Mme Briden nous dira peut-être à domicile comment ça se passe, mais la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est je veux pas d'acharnement. Ou c'est le conjoint ou le proche qui a papa, maman, il ne veut pas d'acharnement. Et c'est vrai que dans cette phrase-là, pour nous, c'est de temps en temps très difficile de faire la part des choses. Alors, plus concrètement, pour les professionnels de santé, doivent dorénavant informer les patients, les personnes, qu'on soit bien portant ou malade, c'est-à-dire qu'on est à peu près 149 là autour de la table,
on a 149 personnes qui potentiellement peuvent, encore une fois, peuvent, pas doivent, écrire et ont la possibilité de réfléchir aux conditions et aux modalités de leur fin de vie. L'objectif est bien d'inciter chacun d'entre nous à rédiger des directives qui permettent d'exprimer ce que les uns et les autres, avec vos mots, avec votre expérience, avec votre vécu, puissent exprimer un certain nombre de volontés. Et avec cette possibilité, encore une fois, de désigner une personne de confiance qui sera le garant. Tout à l'heure, on dira, est-ce que ça sert à rien? Mais non, parce que cette personne de confiance va être le garant aussi de l'expression de ces directives anticipées. Donc, dans l'hypothèse où une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, ces directives permettent au médecin, après, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous exprimez, vous les rédigez, mais que demain vous n'êtes plus en capacité, ben moi, ça va m'aider, encore une fois, à prendre une décision parce que je vais consulter, je vais prendre en compte l'expression de ces volontés. Alors, effectivement, confronté à une personne en fin de vie et dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir en priorité de l'existence de directives anticipées. Quand dans notre activité, il est 2 heures du matin, une aide-soignante appelle le centre 15 parce qu'un résident va pas bien, une des premières choses que va poser le médecin régulateur, c'est est-ce qu'il existe des directives anticipées? Alors, tac. J'essaie de passer à la diapo à côté. Et là, je vois que ma souris bouge plus. Oui, c'est moi, j'avais un problème de connexion. C'est bon. Ah. Alors, tac. Comme elles sont plus numérotées, je sais plus. Voilà. Donc, tac. Hop. Pardon. Donc, qui peut écrire les directives anticipées? Tout le monde. Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ces directives anticipées. Si elle bénéficie d'un régime de protection légale, elle doit demander l'autorisation du juge ou, le cas échéant, conseil de famille en fonction du profil de la protection du majeur. Quelle est la forme de directive anticipée? Je dirais qu'il y en a, il y en a pas, et il y en a beaucoup. Donc, il s'agit d'un document écrit qui doit être daté et signé avec les noms, le prénom, la date, le lieu de naissance, souvent. Et si la personne est dans la possibilité physique d'écrire ces directives anticipées, on peut valider et rédiger ce document avec 2 témoins, dont l'un des deux peut être la personne de confiance. Alors là, si jamais dans les 154 personnes, il y a un juriste peut-être qui m'aidera, mais on a là une discussion entre nous parce qu'il y a des textes qui disent l'un des deux doit être la personne de confiance ou l'un des deux témoins peut être la personne de confiance. Donc là, moi, j'avoue que Donc nous, on essaie de tout dans le cas, quand une personne, je vais prendre l'exemple, moi, j'ai un résident qui a malheureusement une hémiplégie et qui n'est plus en capacité d'écrire, mais qui peut s'exprimer. Voilà, donc il a exprimé ses volontés devant 2 témoins. Les 2 témoins ont été notifiés et on a des directives anticipées qui attestent par écrit l'expression libre et éclairée de la volonté de la personne. Donc les directives anticipées peuvent être écrites sur papier libre, mais effectivement, on a des formulaires. Je vous donnerai en fin de présentation les liens qui permettent d'accéder aux formulaires qui existent. Et dans nos établissements, vous verrez tout à l'heure, on essaie d'adapter le plus possible la rédaction et d'aider la rédaction, notamment en utilisant des documents avec la méthode Falk, hein, peut-être que certains connaissent, hein, la méthode facile à lire et à comprendre, qui permettent effectivement d'expliciter le plus possible et de faciliter l'expression. Vous avez bien remarqué que seul le résident ou la personne peut écrire. C'est-à-dire que là, c'est pas la personne de confiance qui peut rédiger les directives anticipées. C'est pas la famille qui peut écrire les directives anticipées pour une personne de son proche. Encore une fois, seule la personne peut écrire ces directives anticipées. C'est-à-dire que dès lors qu'elle n'est plus en capacité de les écrire ou de les exprimer, il n'y a pas de directive anticipée. C'est souvent un élément qui peut, notamment quand on appelle le SAMU et qu'on dit non, il n'y a pas de directive anticipée, on a le SAMU qui dit mais attendez, à 94 ans, comment voulez-vous qu'on fasse? On dit mais de toute façon, les personnes sont arrivées chez nous sans directive anticipée et sont pas dans la capacité, effectivement, d'exprimer ou de rédiger leur directive anticipée. Alors, oula, non, j'étais un peu vite. Quel est le contenu des directives anticipées? Les directives anticipées expriment par avance la volonté de refuser, de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements, y compris de maintien artificiel. Alors, on a un certain nombre de possibilités de rédaction où on va dire effectivement,
Est-ce que si jamais il vous arrive quelque chose, est-ce que vous acceptez le massage cardiaque? Est-ce que vous acceptez l'intubation? Est-ce que vous acceptez euh, la, la, la nutrition par sonde ou les choses? Voilà. On peut détailler un certain nombre de choses pour aider, encore une fois, à expliquer. Et enfin, dans ces directives anti-P, on exprime aussi, éventuellement, on sollicite les personnes, savoir si elles veulent ou si elles souhaitent bénéficier d'une sédation profonde et continue. On le verra dans la dernière. Alors, quand aider à rédiger les directives anti-P, alors on parlera avec Madame Guéden du domicile, mais nous, enfin, moi, l'expérience que j'en ai dans les structures d'EHPAD dans lesquelles je travaille, c'est un sujet qu'on aborde très vite. Alors, souvent, il y a une réticence, il y avait une réticence de nos équipes à parler du sujet de la fin de vie. Et en fait, moi, je remarque que en fait, la majorité de nos résidents n'ont pas peur de parler de la fin de vie et de la mort. Certains qui l'ont, hein, effectivement. Donc, on va avec tact et mesure, comme disent mes maîtres, aborder les éléments dès lors qu'on fait la visite d'admission et on regarde au fur et à mesure et on fait un projet de vie annuel et c'est des sujets qu'on aborde. Je dis pas que tout le monde a ses directives anticipées, parce que on a refait un projet de vie d'une dame là qui est arrivée en 2020 dans un de nos établissements. Il n'y a pas de directive anticipée, on en parle chaque année, mais elle ne se sent pas prête à rédiger quoi que ce soit et on respecte son choix. Donc, il n'est pas nécessaire d'être malade ou âgé hein, pour anticiper les conditions. Encore une fois, les 158 personnes qui sont autour de la table, nous pouvons écrire. Moi, j'ai écrit mes directives anticipées et on n'a pas besoin automatiquement d'être en fin de vie ou âgé. Et on peut, encore une fois, et ça, c'est l'élément important suivant, on peut changer d'avis. C'est-à-dire que j'ai écrit mes directives anticipées il y a quelque temps maintenant. Je peux demain les modifier, les changer à tout moment et sans formalité. C'est-à-dire que je dis, bah, je remplace mes directives anticipées et les directives anticipées, maintenant, c'est celle-là. Les questions qu'on nous pose aussi, c'est où conserver ces directives anticipées. Alors là aussi, on a tout un tas de moyens et on peut les conserver sur soi, on peut en confier une copie à sa personne de confiance, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une personne de confiance. Parce que on peut arriver à domicile, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a des directives anticipées? On ne sait pas trop où elles se trouvent. Et à ce moment-là, on a la personne de confiance qui dit, bah voilà, moi j'en ai une copie, voilà les directives anticipées. Nous, on les conserve effectivement, on propose, encore une fois, aux résidents qui sont dans nos établissements, on propose de les conserver dans le dossier médical qui est chez nous. Encore une fois, s'ils veulent les garder avec eux, ils gardent avec eux. On a la possibilité de le mettre dans le DMP hein, qui existe. On a entre guillemets, toute liberté de faire conserver ces directives anticipées pour en garder. L'important, c'est qu'on en ait le plus vite possible l'accessibilité. Oula. Alors, la portée des directives anticipées, ça, c'est un élément important. Donc, parce qu'effectivement, une fois qu'on a ces directives anticipées, est-ce que le médecin doit les appliquer? La première des choses, c'est que leur contenu prime alors sur les avis et les témoignages. J'ai été la semaine dernière dans le cadre d'un projet de vie où dame a écrit ses directives anticipées, mais sa fille était, entre guillemets, elle n'était pas d'accord avec les directives anticipées de sa maman. Et on a cette discussion et elle me dit, mais le jour où il va se passer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez m'interroger parce que je suis personne de confiance? Je dis oui, je vais vous consulter, mais je vais avoir aussi comme document le document que m'a rédigé votre maman. Voilà. Donc effectivement, là, après, il faut prendre le temps. Alors, les médecins ne t'attendent pas automatiquement tout le temps, mais moi, j'ai cette chance-là de temps en temps d'avoir le temps. Parce que quand on a une rencontre d'une famille où on doit parler de fin de vie, ça dure 1 heure et demie, voire 2 heures. Et il faut prendre ce temps-là d'explication et de concertation pour qu'effectivement les choses euh, et les décisions puissent se prendre dans la sérénité la plus grande. Donc, et le médecin, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas refuser de les appliquer, sauf dans 2 situations, notamment en cas d'urgence vitale. Alors, vous imaginez bien que, par exemple, Madame X qui a fait des directives anticipées en disant je ne veux pas être réanimée, par exemple. Mais elle est à table, elle est en train de manger, elle fait une fausse route. Dans l'urgence, on va faire quelque chose. On ne va pas commencer à dire oh là, elle fait une fausse route, est-ce qu'on a une directive anticipée? Non, là, il y a l'urgence, on fait les gestes qu'il faut. Je prends cet exemple-là parce que ça nous est arrivé il y a pas très longtemps. Et voilà, donc dans l'urgence, on fait quelque chose. Et
Après, on se donne le temps d'évaluer la situation. Donc, une fois que les gestes d'urgence sont posés, on a stabilisé peut-être une situation et là, on dit qu'est-ce qu'on fait? On prévient la famille, on consulte la personne de confiance, on regarde s'il y a des tirs qui anticipés et on prend une décision qui va nous paraître la plus appropriée. Et encore une fois, on, dans, dans, on ne peut refuser d'appliquer, entre guillemets, les dires anticipés. Et effectivement, on consulte l'équipe médicale, on consulte le confrère indépendant, on recueille les témoignages de la personne de confiance. Et c'est l'ensemble de cette discussion-là, de cette concertation-là, qui va nous faire prendre des décisions. Alors, la rédaction des directives anticipées, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas obligatoire. L'expression anticipée de volonté peut être également confiée oralement à la personne de confiance. Ça répond à la question tout à l'heure. Est-ce que la personne de confiance n'a pas de rêve? Bah oui, si. Parce que voilà, vous avez quelqu'un qui exprime oralement à la personne de confiance désignée ou encore à un membre de la famille. On va avoir à ce moment-là volonté de pouvoir rechercher cette expression de la volonté d'une personne, euh, même si ça n'a pas la force contraignante des directives anticipées écrites, mais encore une fois, ça va faire part, encore une fois, de la discussion que l'on va avoir. On a donc un certain nombre de modèles. Je vous ai mis là, alors j'espère que c'est toujours le bon lien, mais si jamais il y a une erreur dans le slide, parce que on fera, mais il y a un modèle de directive anticipée du ministère de la Santé qui est sur le lien avec deux modèles. Un modèle A où je suis atteint de maladie grave et je pense être proche de ma fin de vie. Donc on a un certain nombre d'éléments sur, comme je disais tout à l'heure, mes volontaires. C'est une aide à la rédaction qui permet de guider toute personne dans cette expression et dans la rédaction de ces directives anticipées. Et enfin, on a un modèle B, pardon, qui est une personne qui n'est pas atteinte d'une maladie grave, qui est en bonne santé. Effectivement, là aussi, on va avoir, c'est un petit document qui fait 11 pages, qui explique ce que c'est, ce que sont les directives anticipées, comment les rédiger, il y a un petit formulaire de désignation de la personne de confiance et il y a un guide pour les directives anticipées. Chaque EHPAD, mais je vais pas à essayer d'établir, ça c'est un modèle que j'avais repris d'un EHPAD sur lequel effectivement on pose un certain nombre de questions un peu plus directives, mais qui permet encore une fois de faciliter l'expression des souhaits de la personne. Enfin, et je suis un peu long, mais je parlais de la sédation profonde parce qu'effectivement c'est aussi depuis la loi de 2016. La loi consacre un droit à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, c'est les termes exacts, qui va associer à la fois une sédation et une analgésie, c'est-à-dire un traitement contre la douleur, et l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien. C'est-à-dire qu'on a dans cette séquence de sédation profonde la séquence sédation, la séquence analgésie, donc traitement de la douleur, et une séquence d'arrêt des traitements de maintien en vie. Donc, qu'est-ce que la sédation profonde continue? Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est important que je précise les éléments parce que ce sont des éléments que nous, on doit expliquer. Quand je dis nous, les médecins co, on a un colloque ESPREV sur le rôle des médecins co, là, bientôt au mois de décembre à Amiens. Voilà, notre rôle, nous, c'est d'expliquer aux personnes, aux familles, les différentes possibilités que l'on a et notamment cette sédation profonde parce que c'est souvent quelque chose qui est méconnu. Voilà, donc la sédation profonde, compte tenu du sommeil, est un soin consistant à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, pour soulager et prévenir la souffrance réfractaire. Donc elle est associée, comme je disais tout à l'heure, il y en a déjà dit, à l'arrêt de traitement. Donc ça, c'est l'élément important. Les conditions dans lesquelles on peut réaliser une sédation profonde, elles sont importantes. C'est d'abord que le résident doit exprimer sa volonté de pouvoir et de vouloir bénéficier de ce type de soins. Alors, comme le temps est pressé et je veux pas spoiler le temps de Mme Briden, mais vous aurez peut-être l'occasion effectivement dans la slide de voir les différents éléments. Mais sachez, ce qu'il faut important, c'est d'abord qu'il y ait une demande expresse et bien exprimée de la volonté de la personne de pouvoir bénéficier de ce type de sédation. La deuxième élément, c'est qu'un médecin va pas prendre seul la décision de recourir ou non. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir une décision collégiale qui va être prise qui peut associer par exemple le médecin traitant, le médecin d'équipe de soins palliatifs et le médecin coordonnateur et l'équipe de soins autour de ces trois personnes. Euh, Parce qu'effectivement, c'est une décision qui est importante à prendre. Et encore une fois, on doit prendre cette décision de manière collégiale.
Et l'élément aussi, c'est qu'on doit authentifier par écrit dans le dossier médical, effectivement, les motifs du recours que l'on a de cette sédation. Alors, si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, ben, c'est là où on va faire intervenir les directives anticipées, si, euh, ou la personne de confiance dans le cadre de cette sédation. Donc, et notamment si, par exemple, d'essayer de savoir si le résident ou la personne s'est opposé dans ces directives anticipées à cette demande de soins. Après, en l'absence de directive anticipée, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance, à défaut de la famille, les proches, le témoignage. On essaie de recueillir un certain nombre d'éléments. Et comme je le dis, donc le recours à la sélection profonde est continu et décidé en cas d'une procédure collégiale, et le médecin qui décide. Encore une fois, c'est pas la personne de confiance qui va dire je veux que vous fassiez une sédation profonde. Il va me dire bah oui, la personne de confiance va dire papa, maman, oui, avait dit qu'il voudrait bénéficier de ça parce qu'il veut pas souffrir, il veut. Et donc nous, on prendra la décision en fonction de ces discussions-là. Et de toute façon, on informe l'ensemble des proches et de la famille dans ce cas-là. Est-ce que le patient peut-il refuser une sédation profonde et continue? Oui, hein, donc le patient a le droit de refuser, c'est-à-dire dans les directives anticipées, il peut mettre je veux pas ça, parce qu'effectivement, il y a des. Et encore une fois, nous, notre rôle n'est pas de juger telle ou telle expression de volonté, mais de respecter le plus possible les désirs de chacun, les désirs, les souhaits de chacun. Alors que se passe-t-il si un patient demande une sédation profonde et que les proches ne sont pas d'accord? C'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, je fais les facs avant avant les questions. Donc, si une personne est en capacité d'exprimer, seule sa volonté compte et le médecin mettra en œuvre une sédation profonde continue. Si la personne est hors de s'exprimer, ben, effectivement, on va regarder les directives anticipées et on va effectivement après interroger, consulter la personne de confiance. Mais c'est effectivement la volonté de la personne qui prime. Donc là, je vous passe sur les traitements qu'on a, mais c'est essentiellement le midazolam et la morphine qu'on utilise. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir une sédation profonde à domicile ou en EHPAD? Oui. Hein, nous, en EHPAD, il y a pas de souci, et Mme Brianne le dira, oui, on a accès, et notamment, moi, je remercie à chaque fois nos équipes d'HAD qui interviennent sur notre territoire, parce que on a maintenant la possibilité avec eux de faire ce qu'on appelle des des dossiers dormants d'HAD, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va rentrer dans une problématique de fin de vie. Alors là, il y a un petit bug au niveau de la présentation, mais c'est vous faire part, moi, de mon expérience et de la mise en place que nous, on a mis et qu'on est en train d'essayer de voir pour généraliser dans les Hauts-de-France, c'est on formalise ce qu'on appelle un dossier éthique dans le cadre d'une entrée, entre guillemets, dans une séquence qui va arriver vers une fin de vie, où effectivement, on a, dans le cas d'un document, on recueille l'ensemble des données que j'ai pu vous exprimer tout à l'heure. Voilà, pour en savoir plus, je vous ai mis des liens, j'espère qu'ils sont toujours actifs. Si jamais ils ne le sont pas, on les corrigera. En tout cas, je vous remercie de votre... et j'ai dépassé de 8 minutes ma présentation. Ah non, j'avais Voilà. 35 minutes. Vous aviez 35, tout va bien, vous Ah avez ben donc débordé de 2 j'ai minutes, commencé à 5, donc tout c'est va bon. bien. Madame Bridon, voilà, vous avez de nouveau la parole. Je vous invite du coup à prendre le contrôle, à demander le contrôle pour pouvoir agir Alors, dessus. Voilà, c'est et bon? normalement, c'est bon. Et vous m'entendez? Tout à fait. Tout va bien. Bonjour à tous et merci à l'équipe du pôle autonomie de m'avoir invité à venir compléter les propos du docteur Albrecht. Donc, je suis Virginie Bridon, je suis responsable du dispositif d'appui à la coordination Appui Santé Lille-Agglo. Les dispositifs d'appui à la coordination couvrent l'ensemble du territoire national, donc quel que soit le lieu où vous exercez, si ce n'est le DAC Appui Santé Lille-Agglo, vous avez toujours un autre interlocuteur DAC sur votre territoire. Pour mémoire, les dispositifs d'appui à la coordination ont hérité des missions des réseaux de soins palliatifs lors de la création, puisqu'ils sont nés de la fusion des réseaux de soins palliatifs, des réseaux de santé gériatrique et des MAIA, d'où mon intervention aujourd'hui.
Donc, je vais rattraper un peu le temps pris par le docteur Albrecht, puisque il y a beaucoup d'éléments dont il a parlé sur lesquels je ne reviendrai pas, puisqu'ils s'appliquent également au domicile. La personne de confiance et les directives anticipées, bien évidemment, s'appliquent. Le challenge à domicile étant de pouvoir avoir connaissance de leur existence. Et du coup, on va discuter un peu de ces sujets, mais je n'arrive pas à faire avancer les diapositives. Alors, il y a peut-être un délai entre les deux, hein. Ah. Non, au pire, moi, Non. j'agis. Non, bon, je... Ok, diapositive suivante du coup. Désolée, Ah, ça ne marche pas non plus pour vous. non, alors je pense que c'est juste un souci de connexion. Voilà. Point abordé. Alors du coup, voilà, on va Pardon. Allez-y. rapidement parler des intervenants de la filière palliative. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont des intervenants qui vont se coordonner tout au long de la prise en soin des personnes en fin de vie, mais également qui vont pouvoir la sensibiliser, puisque les professionnels sont formés à accompagner les personnes à la rédaction des directives anticipées, à la désignation de la personne de confiance et qui vont euh, pouvoir leur donner de l'information et pouvoir les accompagner dans ces démarches. On parlera aussi un peu des aides financières possibles. Je vous ai remis les principales qu'il est possible de mobiliser au domicile. Je ne viendrai pas dans le détail, mais vous avez toutes les informations sur les différentes diapositives. Et puis également les supports d'information qui sont disponibles et qui peuvent vous aider aussi à y voir plus clair à la fois sur les intervenants et sur les aides. Je ne peux toujours pas passer. Diapositive suivante, s'il vous Oui. plaît. Oui, oui. Alors, je me remets dessus. Alors, les acteurs de la filière palliative, effectivement, sur le volet hospitalier, bien souvent, effectivement, les personnes vont être amenées à rencontrer à un moment donné les acteurs de la filière de soins palliatifs hospitalière, soit lors d'un séjour à l'hôpital, et s'ils ne sont pas hospitalisés en unité de soins palliatifs, ils peuvent être au contact des équipes mobiles de soins palliatifs qui vont se déplacer au lit du patient à l'hôpital, quel que soit le service dans lequel il est hospitalisé. Et ces équipes vont pouvoir accompagner à la fois les professionnels du service hospitalier qui suivent le patient, mais également accompagner aussi le patient à la fois sur de l'information, mais aussi l'aider à accéder à un soutien psychologique, à échanger avec la famille, etc. Et donc, effectivement, ces acteurs hospitaliers qu'on ne détaillera pas plus avant, mais en hospitalisation complète, vous avez l'unité de soins palliatifs et les patients peuvent être également suivis en hôpital de jour, vont pouvoir aussi être en lien avec les professionnels de la filière palliative du domicile. Et là, hormis l'équipe de soins habituelle du patient à domicile, c'est-à-dire son médecin traitant, son infirmier libéral et toute l'équipe de soins qui peuvent être les kinés, l'orthophoniste, et cetera, à domicile. On peut également aussi mobiliser les DAC qui vont pouvoir réaliser une expertise à domicile dans le but de venir en soutien à l'équipe de soins habituelle du patient, puisque là, ils vont aider finalement l'équipe à adapter les thérapeutiques, par exemple. Et comme je le disais, vont aussi accompagner les personnes et leurs familles sur les différentes dispositions dont on a parlé tout à l'heure, la rédaction des directives anticipées, la désignation d'une personne de confiance, proposer aussi un soutien psychologique au patient et à sa famille dans le suivi du deuil notamment. Et vont pouvoir aussi finalement reprendre de manière plus détaillée à la maison toutes les informations qui auront pu être délivrées aux patients
par les professionnels de santé à l'hôpital. On sait que ça peut être beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'émotions également, et donc ça peut être bien de pouvoir reprendre ces éléments-là de manière un peu plus détaillée à domicile, que le patient et sa famille aient vraiment le temps de poser leurs questions. Et puis, notamment dans la démarche de rédaction des directives anticipées, si vous allez voir le formulaire, vous allez voir que c'est un formulaire qui est assez dense et lourd, qui n'est pas forcément simple à comprendre et à s'approprier. Et donc là, vous avez des professionnels qui sont formés à expliquer au patient, à l'aider dans sa réflexion et à l'aider dans son dialogue aussi avec ses proches. Les professionnels de l'HAD, eux Pardon. interviennent sur des aspects de soins, bien évidemment techniques. On a parlé aussi de leur intervention dans la mise en place d'une sédation profonde et continue, mais pas que. Ils vont effectivement intervenir sur tout ce qui va être traitement de confort, soulager la douleur, mais également accompagner l'équipe de soins habituelle du patient et ses proches également dans cette fin de vie, en proposant à la fois l'accompagnement d'un psychologue, l'intervention d'une assistante sociale. Enfin voilà, on a une équipe pluriprofessionnelle qui se met en place autour du patient et de sa famille et qui sont formés aussi à l'accompagner sur les directives anticipées, la désignation de la personne de confiance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc effectivement, on a parlé de l'accompagnement, des soins qui peuvent être prodigués à domicile, bien évidemment toujours en lien avec l'équipe de soins habituelle du patient. Le médecin traitant reste le référent. On conseille toujours à ce que le médecin traitant ait une copie des directives anticipées, à ce qu'il soit informé de la personne de confiance pour qu'il y ait au moins une personne qui centralise toute cette information. On va pouvoir, pour les personnes qui ont un projet de fin de vie à domicile, débloquer un certain nombre d'aides, dont le fonds FNAS, qui permet le financement de prestations telles que la garde malade à domicile, ou le remboursement de certains matériels médicaux qui ne sont pas habituellement remboursés. Et donc ce fonds FNAS, il est vraiment spécifique à la fin de vie. Diapositive suivante. Et il peut être débloqué uniquement par les professionnels de l'HAD, du DAC ou des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc le montant, c'est un fonds qui est débloquable une seule fois, qui doit être effectivement utilisé sur une durée de 3 mois et voilà, qui est d'un montant de 2 500 à 3 000 €. Il y a toujours un petit reste à charge pour l'assuré. Donc le fonds FNAS, effectivement, c'est sous condition de revenus et c'est pour une personne qui relève de la sécurité sociale. Et en cas d'AME, effectivement, on ne peut pas débloquer de fonds FNAS pour la Alors, personne. AME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est L'aide médicale, j'ai du mal avec les acronymes. Aide non, médicale, aide médicale d'État. Voilà, d'État. merci. D'accord, merci. Alors, donc ça, c'était pour les personnes, les assurés qui relèvent de la sécurité sociale. Il y a des aides qui sont mobilisables pour d'autres caisses. Je vous ai cité les caisses. Et là, effectivement, chacune de ces caisses ont leurs particularités. Il n'y a pas d'aide en ce qui concerne la MGEN et les 2 dernières caisses que j'ai citées. Mais pour la MSA, la CAMIEG, etc., vous avez des équivalents, on va dire, au fonds FNAS, qui ne sont pas forcément du même montant et pas forcément des mêmes plafonds au niveau des conditions d'attribution. Mais voilà, ces caisses spécifiques ont aussi leurs aides. Diapositive suivante. On a également tout ce qui va être aide aux aidants, donc le congé de solidarité familiale qui permet à la personne d'assister son proche en fin de vie.
et de pouvoir suspendre ou réduire son activité professionnelle pendant le temps finalement où son proche est en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable. Et donc ce congé de solidarité familiale, il peut bénéficier aux ascendants, descendants, frères et sœurs ou personnes qui partagent le même domicile ou à la personne qui est désignée comme personne de confiance. Diapositive suivante. Alors ce congé, voilà, il est d'une durée de 3 mois, il peut être renouvelable une fois et l'employeur ne peut pas, refuser cette, demande de congé. Et ce congé peut être octroyé que le proche se trouve à domicile ou en EHPAD, également. Donc ce congé, il est non rémunéré, mais la personne peut demander une allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit peu les détails sur cette allocation. On ne va pas, entrer dans le les détails. Vous avez ça sur la diapositive. L'idée, c'est de savoir qu'elle existe, qu'on peut la mobiliser. Le congé du proche aidant, donc là, c'est, pour une personne, dont le proche se retrouve en situation de handicap ou en perte d'autonomie, importante. Donc ce congé est accessible effectivement à condition d'avoir un lien familial ou étroit avec la personne aidée et permet aux proches de cesser temporairement son activité professionnelle. La seule condition effectivement, c'est d'être salarié, heu et sa durée est généralement de 3 mois. Certaines conventions collectives, sont plus favorables, heu et donc là, c'est bien aussi de pouvoir informer la personne que, peut-être il faut qu'elle se renseigne aussi si son accord d'entreprise ou sa convention collective lui permet peut-être des conditions plus favorables, concernant la durée de ce congé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là aussi, c'est un congé qui ne peut pas être refusé, par l'employeur, mais qui doit être, anticipé. Donc là, on n'est pas sur des situations de fin de vie imminente, heu, puisqu'il faut anticiper effectivement, ce congé. Et ce congé donne la possibilité à la personne d'être employée, par la personne qu'elle aide si, dans le cadre des plans APA ou de la PCH. Hem, voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein, du Non, coup. non, pas de souci. Et donc là aussi, possibilité de percevoir l'allocation journalière du proche aidant. Mais pareil, je n'entre pas dans le détail, vous avez les liens. Heu, il faut simplement savoir que, c'est soumis à plafond, également. Concernant les supports d'information, donc tout à l'heure le docteur Albrecht vous a, parlé des directives anticipées, un document qui fait effectivement une douzaine de pages, qui est assez, heu, indigeste, faut le dire. Et donc, il y a des supports d'information qui sont un peu plus lisibles, heu et qui sont tout aussi, finalement, valables. Alors je vous ai, proposé celui-ci qui est, téléchargeable, et qu'on peut commander aussi des versions papier, gratuitement, sur le site, directiveanticipée.org. C'est sous forme d'un petit livret qui, réexplique bien finalement, ce que c'est que, la personne de confiance, à quoi elle sert, et puis effectivement qui propose un formulaire assez, simple, des directives anticipées et qui permet, finalement aux personnes d'avoir, un support qui est un peu plus accessible, on va dire que un peu plus accessible, un peu plus lisible, avec des questions-réponses, des choses comme ça dans ce petit livret qui est plutôt bien fait. Il en existe d'autres, mais c'est vrai que celui-ci est plutôt pas mal. Nous, en tout cas, c'est un support qu'on utilise régulièrement et qu'on propose régulièrement aux personnes qu'on accompagne. Concernant les supports d'information, donc là, à destination des professionnels,
vous allez retrouver la coordination régionale des soins palliatifs a publié en début d'année, je crois, ou en fin d'année dernière, un annuaire des ressources que vous allez retrouver sur leur site internet, mais également sous forme d'un livret qui reprend toutes les ressources de la région des Hauts-de-France. Et puis nous, concernant le DAC, on a créé 2 petits outils qu'on met à disposition des professionnels que vous trouverez sur notre site internet. Un premier qui est un aide-mémoire des différents acteurs du territoire. Alors là, on a voulu faire quelque chose de territorial, donc ça concerne le territoire Lille-Agglo, mais vous allez retrouver les acteurs qui peuvent intervenir ou qui peuvent venir en aide aux patients et quel est le rôle de ces différents acteurs dans ce petit flyer aide-mémoire. Et puis également, vous allez avoir un aide-mémoire sur les aides financières qu'il est possible de mobiliser pour les personnes qui sont en soins palliatifs à domicile. Donc voilà, ces documents-là sont à destination des professionnels. Ce n'est pas forcément à remettre aux patients parce qu'ils ne sont pas accessibles, je veux dire, en termes d'information. Il faut vraiment avoir un regard un peu professionnel pour pouvoir faire le tri dans les informations. Mais ça peut vous permettre aussi vous de vous y retrouver et de pouvoir proposer des choses ou orienter finalement les personnes que vous accompagnez vers des aides ou vers des professionnels. Et puis peut-être mieux comprendre aussi les acteurs de la filière palliative et le rôle de la filière palliative et le rôle de chacun. Et puis je vous ai mis en diapositive finale finalement les coordonnées des différents DAC et leur répartition sur le département du Nord et comment les contacter, puisque voilà, chacun des DAC accompagne les personnes en fin de vie à domicile. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je crois que j'ai rattrapé le temps. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, docteur Albrecht et madame Briden, pour votre intervention, ainsi que pour votre contribution à la construction de cette présentation. Il ne me reste plus, du coup, pour répondre, je vois qu'il y a quelques questions sur les diapos. Donc, comme j'ai dit en introduction, toutes les personnes qui sont inscrites à 1 heure pour l'autonomie seront bien destinataires du support, ainsi que les réponses à la foire aux questions. Donc, nous prendrons le temps, donc d'ici 8 à 15 jours, le temps que je recontacte le docteur Albrecht et madame Briden pour m'aider à répondre aux questions si j'ai des questions qui vont au-delà de mes compétences. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à vous dire belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain 1 heure pour l'autonomie. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci Merci, bien. au revoir. Au revoir. Au revoir.